Bonjour et bienvenue sur cette présentation sur le formulaire de demande en ligne et plus particulièrement sur le cadre logique et l'approche groupe de tâches. Cette présentation fait suite à la présentation sur comment remplir le formulaire de demande en ligne, qui est une présentation plus complète et donc à lire en parallèle. Donc, on va tout de suite voir le premier slide avec, pour rappel, les objectifs principaux qui étaient derrière euh, le formulaire de soumission en ligne. Donc, ce formulaire a été pensé pour augmenter l'efficacité de la procédure de sélection, assurer la cohérence entre vos propositions et les objectifs, priorités, résultats et indicateurs définis par le programme, soutenir la conformité du projet avec les règles de l'appel, mais aussi et surtout mettre en œuvre l'approche de gestion axée sur les résultats. Comme on va le voir, cette approche basée sur les résultats est au cœur du programme et de vos propositions. Alors, premier slide sur la cohérence et la relation entre le programme et les projets. Vous pouvez voir en rouge les relations projet et en bleu les relations programme. À chaque niveau, il y a une correspondance. Si on s'attache au niveau de la pertinence, vous voyez que votre objectif général, l'objectif général que vous allez définir, doit être en relation avec l'objectif thématique tel qu'il est décrit dans le programme opérationnel conjoint, et les objectifs spécifiques que vous allez définir seront en relation avec la priorité, donc c'est un niveau inférieur. Si on va en ce qui concerne la conception de votre proposition, au niveau des groupes de tâches, ceux-ci devront être en lien avec les résultats attendus définis par le programme et les réalisations activités. Le niveau le plus bas dans votre méthodologie seront en relation avec les indicateurs du programme. Donc, chaque niveau de votre proposition correspond à un niveau du programme au niveau des résultats. Ici, sur ce slide, on voit plus ou moins la même information, mais présentée d'une autre façon, avec à gauche la zone de contrôle mise en œuvre, à droite la zone d'influence des résultats. Donc vous pouvez voir que dans la zone de mise en œuvre, vous avez les groupes de tâches, à un niveau inférieur à la réalisation, et au niveau le plus bas, les activités. Donc nous comprenons que les activités sont une sous-section ou un niveau inférieur aux réalisations. Donc en général, vous aurez plusieurs activités par réalisation. De l'autre côté, objectif général et objectif spécifique, nous allons les voir dans les slides suivants. Avant, un slide sur comment procéder. Donc, il s'agit d'une recommandation émise par le programme, mais bien entendu, chacun d'entre vous peut avoir sa propre méthodologie, sa propre façon de procéder. Nous recommandons de partir des informations préliminaires et de vérifier la conformité avec la règle un seul projet par objectif thématique pour chaque organisation, de rédiger un résumé et de vérifier sur la base de données type ainsi que dans la bibliothèque des livrables IEBCTF-MED ce qui a été fait dans la matière, définir le partenariat, vous concentrer ensuite sur le cadre logique avec la relation avec les résultats attendus du programme, identifier ensuite vos réalisations, définir les groupes de tâches et seulement ensuite remplir la partie budget. Bien, ensuite, évidemment, vous aurez à télécharger les documents obligatoires. Pour rappel, vous le savez déjà, mais un seul projet, une seule proposition peut être soumise par objectif thématique. Si vous en soumettez plus d'une par objectif thématique, vous recevrez un mail automatique du système vous prévenant d'une possible double soumission et de l'impossibilité de double soumission. Donc, vérifiez bien ce point avant de commencer à rédiger le projet. Au niveau du projet, et comme vous allez recevoir, vous avez déjà reçu beaucoup plus de détails dans la présentation sur comment remplir le formulaire de déclaration en ligne, ici nous allons nous attacher uniquement sur quelques sections, notamment sur la section pertinence, et on va voir uniquement les éléments qui ont été modifiés ou qui sont nouveaux pour la section pertinence, notamment la section 1.2 méthodologie. Alors à la section méthodologie, on vous demande de nous expliquer
de quelle manière, de quelle façon votre proposition va contribuer aux objectifs de capitalisation tels qu'ils sont décrits dans les termes de référence, dans les cahiers des charges, et notamment de faire la relation avec les trois objectifs, le transfert et l'exploitation des résultats, le renforcement des réseaux ou la diffusion stratégique et atteindre les preneurs de décision, les policy makers. Donc voilà pour le 1.2, c'est un changement important, une section fondamentale pour le formulaire de déclaration en ligne. Ensuite, vous avez la section synergie qui a toujours été importante, qui existait déjà par le passé sur les autres appels, mais cette fois-ci, elle a été renforcée. Donc, il s'agit de nous dire quelles seront les initiatives parmi les cahiers des charges, notamment les annexes que vous avez choisis pour la capitalisation, la maximisation des résultats, et de nous dire comment vous allez être en synergie, vous allez réaliser des synergies entre ces différents résultats sur la base des objectifs de capitalisation. Enfin, une troisième section qui est également très importante sur cet appel, on a la section 1.10 avec la contribution au développement des politiques. Et là, on vous demande évidemment de nous dire comment et dans quelle mesure votre proposition va contribuer à un véritable changement sur les territoires concernés. Donc voilà trois sections de la section pertinence qui sont particulièrement importantes sur cet appel. Attachons-nous maintenant à quelques détails du cadre logique. Le cadre logique permet au candidat de définir la structure du projet qui sera ensuite détaillée dans les groupes de tâches. Mais rappelez-vous, remplissez d'abord le cadre logique, soyez pratiquement certain que le cadre logique ne va plus être retouché avant de passer au remplissage des groupes de tâches et du budget. Donc, voyons pour le cadre logique, vous avez 4 sous-sections, objectifs et résultats, réalisation, indicateurs et aperçus. Tout d'abord, objectifs et résultats. Dans cette section, vous devez choisir en premier lieu un objectif général. L'objectif général, rappelez-vous, il doit être en relation avec la description de l'objectif thématique du programme opérationnel conjoint. Vous ne pouvez choisir qu'un seul objectif général. Ensuite, vous avez les objectifs spécifiques ou l'objectif spécifique dans le cas où vous n'en auriez qu'un. Vous pouvez donc en avoir 3 et ils font référence à la priorité d'investissement. Une fois ces deux types d'objectifs définis, vous devez nous parler des résultats attendus que votre proposition va aborder. Alors pour certaines priorités, il n'y a qu'un seul résultat attendu possible, pour d'autres il y en a plusieurs. Dans tous les cas, vous devez au minimum aborder un résultat attendu du programme. Et donc à cette section, vous devez les choisir dans les listes préétablies par le programme et nous dire quel groupe de tâches va répondre ou va contribuer à atteindre le résultat attendu. Alors, vous remarquerez qu'un même résultat attendu peut être atteint à travers différents groupes de tâches. Par contre, un groupe de tâches ne peut répondre, ne peut contribuer qu'à un seul résultat attendu. Une fois cette première sous-section remplie, vous allez vous attacher à la description des réalisations ou output, donc dans sa version anglaise, terme certainement plus connu par la plupart d'entre vous. Rappelez-vous que le programme vous propose à l'annexe 2, plan de suivi, une série de recommandations pour les réalisations. Toutefois, vous pouvez opter pour vos propres réalisations, pour vos propres titres, et vous avez donc une certaine marge de manœuvre à ce niveau. On vous demandera pour chaque réalisation un titre, une description, nous spécifier dans quel groupe de tâches cette réalisation va être atteinte. Ensuite, on vous demande le semestre pour la livraison de la réalisation, ainsi que le nombre d'unités et l'unité de mesure. Donc, vous pouvez avoir autant de réalisations que vous le souhaitez. On comprend normalement
un groupe de tâches aura plus d'une réalisation. Donc, une fois les réalisations spécifiées, on va vous demander de choisir les indicateurs au niveau programme, au niveau résultat, et choisir les indicateurs au niveau réalisation. Alors, cette partie, vous devez la remplir avec le soutien du plan de suivi, donc annexe 2 du programme opérationnel conjoint, où vous allez trouver pour chaque priorité le détail, la définition des différents indicateurs, tant de résultats que de réalisation, ainsi que la quantification, donc l'objectif à atteindre au niveau programme. L'objectif à atteindre au niveau programme est évidemment un objectif plus ambitieux que celui que devrait avoir votre projet, et c'est important de rappeler qu'on vous demande au niveau des indicateurs de nous apporter des quantifications réalistes, et on préfère ne pas avoir donc des quantifications très optimistes qui prétendent atteindre les objectifs du programme à travers une seule proposition. Donc c'est ici que vous faites ce choix. Vous devez choisir minimum un indicateur de résultat par résultat attendu choisi à la section objectifs et résultats. Donc si vous avez sur votre priorité le choix entre deux résultats attendus et que vous décidez d'aborder les deux résultats attendus, vous devrez avoir au minimum deux indicateurs de résultats. Par contre, en ce qui concerne les indicateurs de réalisation, on vous demande de choisir au minimum un indicateur de réalisation. Remarquez que pour les indicateurs de réalisation, vous avez entre parenthèses l'objectif au niveau programme, mais vous n'avez pas la définition. Donc vous avez toujours besoin de consulter l'annexe 2 plan de suivi. Une fois le cadre logique terminé, vous allez commencer à remplir les groupes de tâches ainsi que le budget. Vous allez voir que vous allez retrouver le groupe de tâches 0, préparation, pour ceux d'entre vous qui auraient des coûts de préparation. C'est un groupe de tâches facultatif. Ensuite, vous avez les groupes de tâches 1 et 2, gestion et communication, qui sont des groupes de tâches partiellement prédéfinis, où vous allez devoir identifier les réalisations. Alors que sur les groupes de tâches techniques, allant du groupe de tâches 3 au groupe de tâches 6, les réalisations ont déjà été définies lors du cadre logique. Pour chaque groupe de tâches, vous allez devoir remplir les coûts estimés ainsi que les coûts associés à chaque réalisation. Pour plus d'informations sur ce point, vous pouvez consulter la présentation spécifique sur comment remplir le budget sur le formulaire de déclaration en ligne. Vous voyez sur ce slide les différentes catégories d'informations que vous allez avoir à remplir pour chaque groupe de tâches, notamment les réalisations, le budget, basiquement les lignes budgétaires par catégorie de coûts, le budget par réalisation et le budget par catégorie de coûts qui est en réalité un aperçu de la situation sur chaque groupe de tâches. Pour rappel, les réalisations des groupes de tâches 3 à 6 sont d'abord identifiées dans le cadre logique. Pour chaque groupe de tâches, les demandeurs doivent décrire les activités prévues et la contribution de chaque partenaire pour atteindre le résultat escompté. On en arrive aux 3 derniers slides et au moment clé du processus de soumission, puisqu'il s'agit de valider et de soumettre la proposition. Alors, on vous conseille d'utiliser l'option « Valider » bien avant la soumission pour détecter les possibles erreurs associées aux différentes sections de votre proposition. Donc, n'attendez pas la fin, vous pouvez utiliser l'option « Valider » par exemple après avoir rempli le cadre logique, après avoir rempli également le budget, et vous allez recevoir
sur l'écran, comme vous pouvez voir sur ce slide, un certain nombre d'erreurs et également une information sur comment corriger ces erreurs. Une fois que toutes les parties du formulaire de demande seront remplies, c'est-à-dire quand vous aurez 100% des sections du menu vertical en vert avec l'indication de 100% et que le processus de validation, donc l'option de validation, ne montre aucune erreur, vous pourrez déposer la proposition, donc vous pourrez la soumettre et votre formulaire de demande sera considéré comme reçu par l'autorité de gestion et pourra être évalué. Toutefois, rappelez-vous qu'à tout moment, après avoir soumis la proposition et avant la fin de la date limite, évidemment pour l'appel, vous pouvez retourner en arrière. Donc vous avez le bouton Back to Draft. Vous pouvez retourner en arrière, vous pouvez rééditer la proposition, vous pouvez la modifier. Toutefois, et c'est très important à rappeler, si vous retournez en arrière, vous devez absolument resoumettre la proposition. Si la proposition n'est pas resoumise, la proposition ne sera pas évaluée et elle sera considérée comme rejetée. Donc, très important, on se permet d'insister énormément sur ce point. Bon, le dernier conseil, ce serait évidemment de ne pas attendre les derniers jours pour soumettre la proposition. Comme vous avez l'option de revenir en arrière, on vous propose de soumettre votre proposition 2, 3, voire plus, 2-3 jours, voire plus à l'avance. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette présentation. Pour plus d'informations, veuillez consulter les autres présentations, notamment les 2 présentations sur le formulaire en ligne, la partie narrative et la partie budget. Encore une fois, bonne chance à tous et on se retrouve très bientôt, j'espère. Au revoir et bonne chance.